Yvan Benedetti, dis-moi, ça fait longtemps que tu es dans le milieu nationaliste français. 30 ans. 30 ans. Un peu plus de 30 voilà. ans. Tu es encore le président de l'œuvre française qui a été dissoute par Manuel Valls en juillet 2013. Et ton procès pour reconstitution de Ligue dissoute a eu lieu lundi dernier. C'est ça. Reconstitution et maintien de Ligue dissoute, oui. C'est un procès qui était un peu différent du tien, parce qu'il n'y avait pas de partie civile. Habituellement, on a toujours l'habitude d'avoir nos avocats hystériques contre nous, de toute la communauté organisée. Et là, étant donné que c'est un crime contre la nation, tu vois un peu l'inversion accusatoire, pour reprendre la définition, j'ai été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Là, c'est peut-être un peu plus... ça correspond un peu plus à ce que nous sommes, mais nous n'avions contre nous que la Cour et le ministère public, mais il était à la hauteur de ce que nous avons habituellement avec les parties civiles et nos chers avocats. Et voilà. Tu t'attends à quoi? Une peine de prison avec sursis, peine de prison ferme? C'est du sursis qui a été requis contre toi, je crois. 6 mois de prison avec sursis, mais il y a une mise à l'épreuve parce qu'ils se sont rendus compte que je n'ai pas versé un franc pour payer les condamnations, j'ai une dizaine de condamnations à mon encontre, il doit y avoir 60 000 € à peu près, et ils se sont rendus compte que je n'ai pas payé, j'ai oublié de dire la vérité, c'est-à-dire que je ne payerai pas un franc, donc ils ont mis, ils proposent, parce que le délibéré sera rendu, le jugement sera rendu le 4 juillet. Le 4 juillet, qui doit dire quelque chose. Oui, le 4 juillet aussi, moi j'attends le verdict de mon procès du 23 mai. D'ailleurs, je salue tous ceux qui sont passés me soutenir à ce procès. Donc le 4 juillet, effectivement, alors écoute, il y a des points communs entre toi et moi quand même. C'est qu'on est nationalistes français et qu'on ne se contente pas de dénoncer l'immigration et l'islamisation de la France. On dénonce aussi ceux que l'on estime être les responsables de cette immigration et de cette islamisation. Et en l'occurrence, il s'agit des élites politiques qui nous dirigent depuis longtemps, donc les républicains. On dénonce la République, on dénonce la franc-maçonnerie et on dénonce aussi un certain judaïsme politique. C'est ça qui fait le lien. De ce que j'ai pu voir, moi, j'ai quand même l'impression que les militants, les cadres patriotes judéo-sceptiques sont plus lourdement condamnés que les patriotes simplement identitaires islamophobes. Qu'est-ce que tu penses de cela? On assiste à une répression tout azimut. Là. En ce moment, ça confine au délire. C'est l'hystérie généralisée en face. Mais dans ce que tu dis, en effet, ce qui est important, et c'est le travail des nationalistes, c'est de ne pas s'en tenir aux conséquences du mal, mais de bien préciser l'origine du mal. C'est un peu comme quand un corps est attaqué par le cancer, il ne suffit pas, il le faut, il ne suffit pas de détruire les cellules qui sont malades, mais si on n'isole pas, si on n'identifie pas, si on n'isole pas la tumeur qui dispense son poison au quotidien, on n'a aucune chance de recouvrer la santé. Ouais. Et il en va de même pour nous. Et donc, quand on fait ce travail de repérage de la source du mal, on en arrive au judaïsme politique, bien évidemment, parce que les conséquences sont évidentes. Les conséquences du mal, on le voit bien, c'est l'islamisation de notre société, c'est le génocide français, parce que je ne suis pas d'accord, moi, sur le terme de grand remplacement. D'abord parce que celui qui est à l'origine de ce mot-là n'est pas une référence pour nous. Hein, ces livres, certains livres comportent des propos mais dégueulasses. Parce qu'il y a des propos, des passages vraiment pédomaniaques, hein, c'est vraiment dégueulasse. Et puis, je trouve que ce sont des propos d'écrivains. Grand remplacement, oui, ben pourquoi pas. Non, il faut dire exactement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un génocide, c'est une extermination ethnique du peuple blanc, des Français,
à travers un avortement, une politique d'avortement généralisée pour empêcher les petits Français de naître, et cette colonisation, cette immigration de colonisation, hein, qui était avant une immigration de passage, qui est aujourd'hui une colonisation de peuplement, qui en effet aboutit à la destruction du français et de l'homme blanc et de l'européen. Donc bien d'accord. Je ne parle pas. Mais moi j'aime bien quand tu parles d'hommes blancs, les choses sont claires. On est agressif à l'égard de personne, mais on revendique ce que l'on est, tout simplement des hommes blancs. Mais quand tu me parles de génocide, le mot n'est-il pas un peu fort pour le grand public? Grand emplacement, c'est un peu aseptisé, ça permet peut-être de mieux faire passer une idée, non? Moi je crois qu'on a besoin d'idées fortes, de caractère fort aujourd'hui, parce qu'on est en crise, et que l'on meurt à petit feu, et qu'il faut réveiller tout ça, il faut secouer tout ça. Et c'est très important. J'ai participé au 150e de la naissance, à une réunion qui célébrait les 150e de la naissance de Charles Maurras. Et en relisant Charles Maurras à cette occasion, j'ai vu que déjà, il disait qu'il était très important de désigner l'ennemi de manière précise et d'utiliser les mots exact. Ceux qui t'emmènent directement devant la 17e chambre correctionnelle. De toute façon, quels que soient les mots que tu dis, quel que soit, à partir du moment où tu as une position anti-immigrationniste, tu as une position de défense du patrimoine, de la grandeur, de l'histoire française, et que tu milites pour le rétablissement de la France, ça te conduit inexorablement devant la 17e chambre correctionnelle. Il faudrait faire la liste un petit peu. C'est ce que je te disais tout à l'heure, les militants purement islamophobes, identitaires, sont moins lourdement condamnés que les militants patriotes qui font aussi, qui travaillent aussi sur le judaïsme, notamment sur le cosmopolitisme en général. Ce que je vois, c'est que Dupont-Aignan vient d'être relaxé sur ses propos sur l'invasion migratoire. Il parlait de submersion ou d'invasion migratoire. Hein. Tout à fait. Zemmour a été relaxé sur des propos sur l'islam. J'ai plus souvenir exactement de quoi il s'agissait. Mais et quand Pierre Cassin ou Christine Tazin ou d'autres sont condamnés, et ça d'ailleurs je l'ai mis dans le dernier livre que j'ai sorti le jour du procès, voilà, c'est à des peines de 3 000, 5 000 euros d'amende. Nous, on est systématiquement condamnés à de la prison avec sursis ou à de la prison ferme. Le procureur a demandé 6 mois avec sursis contre toi. 15 000 euros d'amende. Alain Soral a été condamné à 8 mois avec sursis 7 semaines, en plus de 30 000 euros d'amende. Toi, tu as des amendes qui se montent à 50 ou 60 000 euros. Moi aussi, ça doit. Quand on aime, on compte pas. Voilà, quand on aime, on compte pas. Moi aussi, ça doit se monter à 50 60 000 euros. Moi, j'ai de la prison ferme. Écoutez, là, je dis ça pour le public. Je suis allé chercher mon courrier tout à l'heure à Levallois-Perret. C'était une lettre recommandée. Je m'attendais à une convocation devant un commissariat. Et en fait, c'est le juge d'application des peines qui vient de m'écrire. Alors, j'ai essayé de l'appeler parce que, en fait, le rendez-vous devant le juge d'application des peines était prévu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 7 mai à 15h. Je suis désolé. J'ai rendez-vous avec mon ami Yvan Benedetti et avec Henri de Lesquen aussi tout à l'heure. Donc je suis désolé, je ne peux pas me rendre à cette convocation. Donc j'ai appelé, je leur ai dit que de toute manière ça ne m'intéressait pas, moi les remises de peine, l'aménagement des peines ne m'intéresse pas, donnez-moi l'adresse de la prison. Alors je vais écrire un courrier pour dire ce que je suis en train de vous dire. Donnez-moi l'adresse de la prison à laquelle je dois me rendre. Je pensais passer mes vacances d'été tranquillement, en fait je risque de les passer dans une cellule. Mais je vous tiendrai au courant, on a encore un petit peu de temps devant nous. Voilà, ce que je voulais simplement dire, c'était que pour les patriotes antisionistes, les peines sont plus lourdes. C'est évident, voilà. Puisque justement on désigne réellement l'ennemi. Je me suis longtemps posé la question du pourquoi l'interdiction de l'œuvre française. Ah bah explique-nous justement cette histoire avec Lauder, là, voilà, Ralph Lauder, c'est le président du Congrès juif mondial. Le président du Congrès juif mondial. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'œuvre française, qui ne menaçait en rien le système, parce qu'on est un petit mouvement qui n'a pas, même si nous prenons la Révolution nationale, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de déstabiliser un système qui est tout puissant. Donc je pense qu'ils ont interdit l'œuvre française parce qu'on désignait l'ennemi, on désignait le judaïsme politique, on montrait du doigt quel était l'ennemi. C'est en cela qu'on est dangereux, et c'est pour cela qu'il y a une répression qui s'abat contre nous, une répression terrible. Je crois que Manuel Valls, dans le réquisitoire, il y était écrit que l'œuvre française était la matrice idéologique de l'extrême droite. Il a revendiqué la forfaiture, et il a revendiqué la forfaiture en ces termes:
bon, c'est un peu un hommage du vice à la vertu, même s'il se trompait parce que c'était pas 30 ans, c'était 50 ans et même au-delà avec Persidos. Comment s'est déroulée cette répression? C'est que Lauder, le président du Congrès juif mondial, est venu le 6 février 2013 pour recevoir sa Légion d'honneur à l'Élysée et a demandé, pas demandé, a exigé que les antisémites soient mis hors d'état de nuire en France. Parce que, rappelez-vous, à cette époque-là, il y avait la révolution de la quenelle qui prenait un peu partout, avec des policiers, des gendarmes, des militaires et des kidams qui se prenaient en photo en faisant des quenelles dans des endroits invraisemblables par défi au système et à ceux qui tiennent le système. Donc Lauder est venu à siffler la fin de la récréation. C'était en février 2013. En juillet, le 5 juin 2013, il y a eu l'affaire Méric, parce que les antifas servent le système, sont au service du système et permettent toutes les manipulations policières, médiatiques du système. Il y a eu la mort de Méric qui a permis d'enclencher la répression contre nous avec l'interdiction de l'œuvre en juillet 2013, revendiquée par Valls en septembre. Et en janvier 2014, à partir de propos qui ont été volés dans le spectacle de Dieudonné, c'était sur Cohen, en disant... il parlait, dans le spectacle Le Mur, effectivement, il y avait l'affaire Patrick Cohen et Dieudonné, de manière rigolarde, disait que s'il avait vécu à une autre époque, enfin bref, il avait l'air de se féliciter de vouloir en finir avec lui. C'est ce qui a motivé effectivement l'interdiction du spectacle Le Mur, et on tombe à peu près au même moment. C'est ça, mais il y avait une effervescence, il y avait une forte effervescence à ce moment-là. Après les ordres de Lauder... Et non, je te rappelle que dans le spectacle Le Mur, Dieudonné parlait aussi de mafia juive dans l'un des sketchs. À mon avis, ça a joué aussi en faveur de l'interdiction du spectacle. Il fallait détruire ou intimider pour le faire taire. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec Valls, c'est évident qu'il y a eu une montée dans les tours, si on peut dire, par rapport à Sarkozy. Déjà, avec Sarkozy, il y avait une montée dans les tours, notamment dans la répression du militantisme patriote dans la rue. Avec Valls, il y a eu une montée dans les tours de la répression du militantisme sur Internet, c'est très clair. Et avec Macron, non seulement ça se poursuit, mais ça s'accentue. Oui, parce que Valls, c'est l'hystérie du nouveau converti. Valls, c'est l'hystérie. Il avait servi les Palestiniens et la cause palestinienne, en se ralliant, comme vous savez quand même, au panache d'Israël. Et on retrouve ça. C'est de la psychologie particulière au nouveau converti. Il faut en donner plus parce que... Et moi, je ne vois pas en quoi Macron, en quoi il y a une baisse de régime chez Macron. Donc on le voit sur le plan judiciaire. On le voit, écoute, ces dernières semaines, le compte Twitter de Jérôme Bourbon a été supprimé. La chaîne YouTube d'égalité et réconciliation a été supprimée pas plus tard qu'hier. Ça, c'est très important parce que YouTube, c'est vraiment ce qui donne le plus de visibilité sur Internet. C'est YouTube. Facebook, Jérôme Bourbon est poursuivi pour les tweets aussi, qui ont abouti à la fermeture de son compte. Même, il faut aussi être juste, le compte Facebook des identitaires a été supprimé après leur action à la frontière dans les franco-italienne. Donc on subit une répression sur Internet qui est de plus en plus forte. Rapproche-toi un petit peu pour la caméra. On subit une répression de plus en plus forte et qui ne fait que s'accentuer. Comment ça va se finir? Le fait est, c'est qu'on risque de disparaître quasiment totalement de tous les grands réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Twitter. Parce que je pense que Twitter pour le moment tient un peu mieux, mais on risque de disparaître totalement d'incident. L'information c'est une chose, mais on ne peut pas rester dans le domaine de l'information, du visuel, de la communication ad vitam aeternam. On a quand même un objectif, c'est de faire en sorte que cette république cosmopolite, je pense que les deux associés correspondent bien à une réalité, ne soit plus viable et qu'on passe à un autre régime le plus vite possible. Il y a une question d'urgence. Il y a combien? 150 000 immigrés clandestins qui rentrent chaque année en France aujourd'hui. Peut-être autant, ou peut-être même le double de naturalisés. Les enfants des immigrés qui naissent, qui fait qu'en région parisienne, je crois aujourd'hui on le sait avec cette maladie du tiers-monde, la drépanocytose,
qui nous permet de savoir qu'en région parisienne, les naissances d'enfants de couleur représentent 60 ou 70% des naissances en région parisienne. Donc dans 3 générations, la France sera un pays du tiers-monde, on est d'accord. Il y a une question d'urgence. Donc la communication, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais il faut aussi se prendre par la main, il faut descendre dans la rue. Le problème, c'est que de plus en plus de militants patriotes, de plus en plus de patriotes sont exilés dans les provinces, dans des villages très reculés pour être tranquilles, ce qui se comprend parfaitement. Une vie tranquille dans ce monde atroce. Mais on est dépossédé de notre pays. Et pour retrouver notre indépendance, il faut conquérir le pouvoir. Et ça ne peut pas se faire sur les réseaux sociaux. Moi, franchement, je pense qu'on est suffisamment nombreux aujourd'hui. Je pense que les gens qui pensent un peu comme nous dans l'électorat sont majoritaires aujourd'hui, c'est-à-dire ras-le-bol de l'immigration, ras-le-bol de la pression fiscale, ras-le-bol de toutes ces lois liberticides qui fait qu'on ne peut plus dire ce que l'on veut. Il suffit d'aller sur Internet, de lire Libération pour voir qu'aujourd'hui tu dis que un tel est un gros PD, il porte plainte et c'est vous qui êtes condamné à 5 000 € d'amende. Et si vous persévérez, vous serez condamné à du sursis. Donc non, c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Il faut les arrêter, quoi. On a une exigence, c'est de vaincre. Et pas de mourir avec panache. Le système est encore tout puissant, il n'est pas déstabilisé, il n'est pas affaibli. Si l'on va dans la rue avec, en présentant nos poitrails, on court au massacre. Moi je pense que, je ne sais pas si tu as vu cet appel d'Erdogan à la diaspora turque. Il a dit, ne faites pas 3 enfants, faites 5 enfants. Je dis, tout commence par là. La race, c'est l'énergie première. Alors, entièrement d'accord avec toi. Les enfants, c'est la démographie, c'est le combat premier. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut aussi, je lance un appel aux jeunes, c'est, pour les gars, trouvez-vous des femmes qui sont à la hauteur pour en faire des épouses et faites des enfants. Faites des enfants. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Faites des enfants. Ensuite, je dis donc aux jeunes femmes, trouvez des hommes qui ont le sens des responsabilités et qui seront des piliers pour fonder la base de tout, d'action collective, c'est-à-dire la famille. Bon, les 12 coups de midi ont sonné. Hervé, tu connais le dicton populaire « Dieu a besoin des cloches » ? Non, je ne le connaissais pas. Dieu a besoin des cloches, mais nous aussi on a besoin des cloches. Sans doute, ce sont des repères. Parce que, et plus que des repères, on est confronté à un ennemi qui est totalitaire, des ennemis qui sont totalitaires, aussi bien l'islam chez nous que le judaïsme politique, et qu'on doit apporter une réponse qui est totale, tout à la fois temporelle et spirituelle, même si moi, au simple niveau, je suis dans le combat temporel. Mais pour revenir à Marion Maréchal, et puis oui, le débat qui s'est instauré après la défaite de l'élection présidentielle, on nous disait dans ces milieux-là, c'est la défense de l'identité ou la défense de la souveraineté. Le nationalisme, c'est la défense de l'identité plus de la souveraineté. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est très important, très très important. Certes. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est quand même d'abord et avant tout la défense de notre identité raciale. C'est-à-dire que je crois qu'à la base, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais s'il n'y a plus de race blanche, c'est-à-dire que nous avons disparu. Voilà, donc ensuite on peut parler de grand emplacement, mais notre énergie, notre identité, elle est d'abord raciale. Ce n'est pas suffisant, il n'y a pas que cela, il y a aussi la langue, c'est très important. Et moi je me sens français, je ne me sens pas allemand, espagnol ou anglais. La religion, c'est une composante de l'identité, la nation évidemment, la patrie, à travers l'État, bien sûr, l'État c'est très important. Mais à la base, je veux dire, la souche, c'est la race blanche. Et à partir du moment où il y a du métissage, ensuite, c'est là où le bas blesse. À partir du moment où il y a du métissage, ensuite il y a un problème identitaire. Pour Dieudonné, par exemple, c'est assez clair. Des fois, on se demande s'il est breton, des fois, on se demande s'il est camerounais. Mais ensuite, ça peut s'intégrer. Tu peux l'intégrer après avec des générations. Mais pour nous, d'abord et avant tout, c'est très clair. Il y a, laisse-moi finir. Il y a la défense de la race blanche, c'est-à-dire de notre identité première. Alors, ça peut choquer certaines personnes, mais je crois qu'il faut le répéter, le marteler. Il faut parler d'hommes blancs. Si vous ne parlez pas d'hommes blancs, si vous ne parlez pas de race blanche, si vous ne parlez pas de race blanche, pour ne pas froisser certaines personnes, eh bien, vous
on est dans l'ambigu, on est dans le flou, et c'est nos adversaires qui remportent le combat dialectique. Il ne faut pas laisser ça à nos adversaires. Donc moi je le dis, je répète régulièrement, je parle d'homme blanc pour montrer ce que je suis. Ça n'implique pas de haine à l'égard des autres, mais simplement je me montre tel que je suis et j'affirme mon identité. Une petite anecdote à ce propos. Devant le tribunal, après les interdictions, nous avions tenu une réunion ensemble. Quel avenir pour l'homme blanc? Oui. Et donc, dans les ordonnances de renvoi, dans l'acte d'accusation, on nous reproche justement d'avoir organisé et tenu une réunion sur ce thème-là, à la fois d'avoir tenu la réunion, maintien des listes dissoutes, et sur le thème quel avenir pour l'homme blanc. En décembre 2013. Décembre 2013, ce à quoi j'ai répondu au tribunal, je dis mais quand vous voyez la composition de l'équipe de France de football, l'équipe dite de France de football qui va se rendre au mondial aujourd'hui, où au début du match on a un blanc sur toute l'équipe, on peut, je leur ai dit, il est quand même légitime de se poser la question quel avenir de l'homme blanc dans le football? J'ai été condamné pour ça et Henri de Lesquin a été condamné pour ça aussi. Quel avenir de l'homme blanc dans le football français? C'est une question légitime. On est condamné aujourd'hui pour cela parce qu'on constate simplement que l'équipe de France n'est pas tellement représentative de la France traditionnelle. On est condamné pour cela, on est persécuté sans arrêt pour des choses qui sont mais il faut mettre un peu d'ordre quand même. Mais il faut partir toujours de ce qui est visible pour tout le monde. Et ensuite tu peux creuser. Ce qui est visible pour tout le monde, c'est qu'il y a un génocide français. Et ce génocide français, il est de deux ordres. C'est l'immigration de peuplement, dont les conséquences sont le métissage, dont les conséquences sont l'implantation de l'islam chez nous. Et il faut répéter, moi je suis personnellement contre les guerres de religion, mais chez nous, en France et en Europe, l'islam n'a aucune légitimité. L'islam n'a pas sa place en Europe et en France, ce qui ne veut pas dire que dans le combat global et total que nous menons contre ces totalitarismes, eh bien, nous n'ayons pas sur cette ligne de front qui est mondiale des alliés qui sont islamistes. Et je rentre d'Iran, je pense à la République islamique d'Iran. Et je voudrais simplement vous faire réfléchir sur un point, c'est que aussi bien au Liban qu'en Syrie, qu'en Irak, là où sont les chiites à travers leurs forces militaires, que ce soit le Hezbollah ou la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, les chrétiens sont protégés. Les chrétiens reviennent dans leur village et les chrétiens reconstruisent les églises. Pensez à ça et ne tombez pas dans le piège bête de l'islamophobie débilitante. Même si bien évidemment nous sommes français et chez nous nous sommes catholiques. Que l'on croit ou pas, nous sommes catholiques et il faut avoir cette conscience spirituelle. La détestation de l'immigration et de l'islam chez les militants et les sympathisants identitaires fait qu'il y a un amalgame et qu'ils détestent non seulement les musulmans et les arabes en France, mais aussi en Palestine, en Iran, au Maghreb, etc. Mais ce qui est un non-sens. L'Iran aujourd'hui est la pièce maîtresse du combat anti-mondialiste, anti-occidentaliste. C'est la pièce maîtresse au Proche-Orient, il y a la Russie, il y a la Chine, et c'est l'Iran aujourd'hui qui est l'ennemi principal désigné par Netanyahou, c'est très clair. Netanyahou, une fois de plus, 10 ans plus tard, parce que quand Ahmadinejad est passé au pouvoir en 2005, immédiatement les Bernard Kouchner, les Cohn Bendit, les Jack Lang et compagnie voulaient nous pousser dans une guerre contre l'Iran. Ça n'a pas eu lieu parce que l'Iran est un très gros morceau. C'est 90 millions d'habitants, c'est une puissance militaire, c'est un trop gros morceau. Puis c'est une nation historique. Entre-temps, il y a eu quand même la Libye, il y a eu la Syrie, il y a eu différentes guerres dans lesquelles a été traîné l'Occident du fait de la puissance du judaïsme politique aux États-Unis et en Occident. L'Iran aujourd'hui est à nouveau en première ligne là. C'est notre allié naturel. Comme Saddam Hussein pouvait être aussi l'allié de la France dans les années 80. C'est notre allié. Pourquoi est-ce qu'on irait combattre notre allié pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres? Combattre l'Iran, c'est combattre pour le mondialisme, pour que l'Occident multiculturel puisse s'étendre à l'ensemble du Proche-Orient. Donc c'est fondamental de comprendre qu'on a des alliances à l'extérieur de la France qui ne sont pas celles qu'on a forcément en France.
nos alliances en France ne sont pas avec l'islam militant, à ce que je sache. Mais au Proche-Orient, on a un allié qui est très clair, Bachar el-Assad, l'Iran et la Russie derrière. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le c'est évident. Et la politique d'agressivité d'Israël à l'égard de l'Iran vient du fait que l'Iran est un des vainqueurs de la guerre en Syrie avec le président Assad. Aujourd'hui, l'entité sioniste en Palestine est encerclée par justement les forces antisionistes, excepté en Jordanie, mais où le roi de Jordanie est phagocyté par les Yankees et par les Saoudiens, même si la rue bouge beaucoup, et c'est d'actualité, puisque le Premier ministre a été changé parce que contestation de rue. Israël a le collet qui se resserre. Les troupes iraniennes ou les conseillers iraniens avec des milices chiites sont sur la frontière du Golan, ce qui fait un peu paniquer Israël. Mais pourquoi j'ai parlé de ce sujet-là? C'est parce que pour revenir à la France et à la politique interne, notre ennemi, c'est l'immigration. Notre ennemi, ce n'est pas l'islam, notre ennemi, c'est l'immigration, d'où découle le génocide français. Et notre ennemi, c'est la destruction de la famille, à travers cette politique d'avortement aussi qui fait place nette de petits Français démographiquement pour le combler, pour combler ce vide par une immigration. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemi par pitié, Si on ne s'en prend qu'à une tentacule de la pieuvre, on ne tuera pas l'ennemi des nations historiques, c'est-à-dire le judaïsme Je vais me faire l'avocat du politique. diable. C'est très important. En combattant l'islam, je combats aussi l'immigration par un biais, disons, par un biais qui ne prête pas le flanc à l'accusation de racisme. Combattre l'islam, ce n'est pas jouer sur les races. C'est combattre un projet de civilisation qui ne correspond pas au nôtre. Si tu veux, non mais voilà aussi, ça permet de toucher un public qui est très sensibilisé à la question raciale. Ça ne suffit pas. Non mais il y a beaucoup de gens qui... Attends, il faut détruire l'ennemi. Il y a aussi des approches qui sont différentes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent, en France notamment, du fait d'une propagande cosmopolite qui est récurrente dans les médias depuis des décennies, il y a beaucoup de gens qui te disent les races n'existent pas, nous sommes tous les mêmes, comme noirs, jaunes, blancs, on peut tous être frères, on peut tous être français. Mais les gens qui ne combattent que l'islam, les islamophobes, peuvent te dire c'est un moyen d'amener progressivement les gens au combat identitaire et racial. Le combat contre l'immigration, c'est celui qu'a mené Jean-Marie Le Pen pendant 20 ans, 30 ans. Il est autant audible que le combat contre l'islam. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'immigration, mais il est important de désigner l'ennemi. Si on ne désigne pas l'ennemi, on va perdre. C'est comme le taureau dans l'arène. Si tu t'évertues comme le taureau à dépenser ta force, à foncer sur des chiffons, là en l'occurrence le chiffon vert, que le judaïsme politique t'agite, tu n'as aucune chance de gagner. Tu prendras le coup d'épée dans les reins quand tu seras bien affaibli. Non, ce qui est fondamental, c'est désigner l'ennemi, ce que l'on combat, et fixer les objectifs. L'objectif, c'est de conquérir l'État. Quand tu me parles de désigner l'ennemi, il est clair que l'ennemi en question, que tu connais comme moi, ne souhaite pas que l'on parle de lui. C'est évident. Ces gens-là ne veulent pas que tu prononces son nom. Ils ne veulent pas qu'on prononce leur nom, ils ne veulent pas qu'on les désigne pour ce qu'ils sont, ils ne veulent pas qu'on mette le doigt sur leur manigance, sur leur haine de tous les peuples parmi lesquels ils vivent. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ne pas parler d'eux sous prétexte de stratégie politique, c'est en fait un paravent pour cacher une certaine lâcheté. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est très clair. En parler, ça veut dire, à plus ou moins court terme, se retrouver devant les tribunaux. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Si personne n'en parle, cela signifie qu'ils gagnent sur le plan dialectique et ils imposent leur pensée. Quand on vous répète que les races n'existent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous dites effectivement il ne faut surtout pas en parler et on n'en parle pas? Ok, vous laissez le terrain à votre adversaire. C'est comme j'ai vu une vidéo récemment sur la bataille de Malplaquet.
Et à l'époque, celui qui conservait le terrain après la bataille était considéré comme le vainqueur. Sauf que Louis XIV s'informait de la bataille. On avait perdu la bataille de Ramilly en 1705, Blenheim en 1708, Malplaquet c'est 1709. On perd certes la bataille, enfin on laisse le terrain à nos ennemis, mais Boufflers répond à Louis XIV. Si Dieu nous permet de perdre encore une bataille comme celle-ci, vous pouvez être assuré, sûr, que la guerre est gagnée. Effectivement, on leur a laissé le terrain. La bataille était gagnée. Mais sur le plan dialectique, il ne faut pas se laisser imposer le vocabulaire de nos adversaires. Les races existent. C'est une telle évidence que le nier aujourd'hui, à moins d'être un fiefé gauchiste, c'est passer pour un abruti. C'est un aspect fondamental du combat. Moi, j'insiste là-dessus. Il faut parler d'hommes blancs et il faut parler des juifs. Il faut parler du sionisme. C'est fondamental. Et du judaïsme politique. Ne pas en parler comme le font, et on va être clair, on va mettre des noms, ne pas en parler comme le font Renaud Camus, Jean-Yves Le Gallou, Gilbert Collard, Robert Ménard, F de Souche, les identitaires, ne pas en parler, ça correspond. On peut effectivement toucher peut-être un public plus large, mais un public qui risque d'être manipulé très facilement, précisément parce que nos adversaires possèdent les radios, les chaînes de télévision, même si nommément ils ne le sont pas, et la propagande hollywoodienne. Voilà. Même si nous, évidemment, ils ne sont pas à la tête de toutes ces télévisions, mais c'est eux qui tiennent le pouvoir. S'il y a une telle répression, c'est qu'on est dans le droit chemin. C'est-à-dire que s'il y a une telle répression, c'est que nous avons raison et nous empruntons la bonne route. Exactement. Il ne faut surtout pas dévier, sachant bien évidemment que celui qui est vainqueur, c'est celui qui est vivant, pas celui qui est mort. C'est le principe de la guerre. Sur la longue durée. Nous sommes dans une guerre. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est très important. Désigner le véritable ennemi et fixer les objectifs. Les objectifs, c'est la conquête de l'État par la Révolution nationale, sur des principes simples de travail, famille, patrie, et c'est reconquérir Rome. Parce qu'il n'y aura pas de rétablissement de la France et de l'Europe sans le rétablissement sans le rétablissement du catholicisme. Alors il faut aussi rassembler notre milieu. Et quand je parle de notre milieu, c'est notre milieu au sens large. Il n'y a pas que chez les patriotes, il n'y a pas que les antisionistes, les judéo-sceptiques, il y a au sens large. Moi j'intègre toute la branche identitaire. Il faut tout. Voilà. Il faut des rapprochements. Mais le fait est, c'est qu'avec Internet, on est en train de se quereller sans arrêt. Je vois que des querelles aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. On n'arrête pas de se clasher, comme on dit, les uns les autres. Il faut aussi savoir se rassembler. Il faut créer un noyau, y compris se rapprocher avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Essayer, ça c'est très important ce que tu dis, il faut essayer de prendre sur soi-même, de s'élever un petit peu, d'avoir le sens de l'ennemi pour passer sur certaines choses et ne pas sombrer dans des durs petits esprits. Je prends l'affaire Tommy Robinson, qui aujourd'hui est d'actualité. Bien évidemment, on sait très bien qui est Tommy Robinson. On sait très bien qui est Tommy Robinson, mais ce qu'il dénonce, ce trafic pendant des années de jeunes filles qui étaient prostituées, violées, droguées par un gang indo-pakistanais, c'est à hurler. C'est à hurler. Moi, dans cette histoire, je ne vois pas Tommy Robinson comme agent du Mossad. Je vois qu'il a dénoncé et qu'il permet de dénoncer les effets de l'immigration, parce que lui il va dire que c'est l'effet de l'islam, mais en fait c'est les effets de l'immigration dans une petite ville de province en Angleterre. Donc arrêtons de nous jeter les uns contre les autres parce que c'est ce qu'ils veulent. Le judaïsme politique veut la guerre civile en permanence. Donc il faut se réunir. Ceux qui sont militants chez les identitaires, ceux qui sont militants chez Ménard, moi aussi j'ai soutenu Tommy Robinson en mettant l'accent sur le fait qu'il est pro-sioniste, il est pro-israélien, il est pro-juif. Quand il était à l'English Defense League, il a très clairement dit les choses. On le voit, je crois, avec un t-shirt frappé de l'étoile de David. Mais est-ce que les gens comme Jean-Yves Le Gallou, Renaud Camus, Robert Ménard soutiendraient? Est-ce qu'ils ont donné des messages de soutien? Ce que j'ai envie de dire, c'est là où on doit lorsque nos comptes Twitter sont censurés, nos comptes Facebook, nos comptes YouTube sont censurés, eux ne nous soutiendront jamais parce qu'ils ont une volonté de respectabilité.
face au système. Tu prends moi qui ai été très proche de Bruno Gollnisch, j'étais son directeur de campagne pendant la campagne interne, il n'a jamais eu un mot pour me soutenir dans les dizaines de procès que j'ai eus. Mais bien évidemment, mais on s'en fout, moi c'est pas ce que je lui demande. C'est justement à nous, parce qu'on a cette conscience qui est la nôtre, de dépasser tout cela. Tu me dis, est-ce que Ménard, Collard, Le Gallou nous a soutenus, vont nous soutenir? Non, bien évidemment. Mais je peux te dire que dans ceux qui suivent Le Gallou, Collard, les identitaires, il y en a qui nous soutiennent. Parce que ce qui anime leur militantisme, c'est noble, c'est la France, c'est la volonté de rétablir la France. Ils se trompent quant à la désignation de l'ennemi, ils se trompent quant aux moyens du combat, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aujourd'hui, mais il ne faut pas leur tourner le dos, il faut leur parler. Il y a une césure qui est très nette depuis plusieurs années. Notre milieu patriote s'est vraiment scindé en deux, et aujourd'hui il y a très peu de contact avec, disons, la branche racialo-identitaire plus ou moins anti-chrétienne et judéo-compatible, et d'autre part la branche un peu moins raciste, plus catholique, moins islamophobe, mais beaucoup plus judéophobe d'autre part. Et il y a très peu de contact entre les deux. On est vraiment, le milieu nationaliste est quasiment scindé en deux. Et sur une affaire comme l'Iran, par exemple, on peut se retrouver face à face, quoi. Comme en 1940, se sont retrouvés face à face des patriotes, certains qui ont considéré qu'il fallait rejoindre le général de Gaulle. Beaucoup de gens de l'Action française ont été, disons, des résistants, et d'autres patriotes qui étaient dans le même camp dans les années 30 et qui se sont retrouvés en face d'eux et qui se sont tirés dessus. Moi, il ne faut pas nier tout ça. Par pitié, ce que je voudrais, c'est qu'on soit souple sur les hommes et intransigeant sur les idées. C'est-à-dire que, bien évidemment, sur les idées, il faut dénoncer ce judaïsme politique, cette idéologie mondialiste qu'il faut détruire, qu'il faut éradiquer, mais il faut être souple sur les hommes. Quand je vois les identitaires qui se sont mobilisés pour montrer que nos frontières sont des véritables passoires, et qu'il suffit d'une volonté politique pour rétablir les frontières et pour régler le problème de l'immigration, ils ont raison. Bravo. Bien sûr. Bravo. Moi j'applaudis. Il ne faut pas être un dur petit esprit. Par contre, notre travail à nous, c'est d'affirmer. Le problème, c'est qu'eux ne nous soutiennent pas. Non, mais je veux dire, pour faire un rassemblement, il faut être très clair. Il faut aussi qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Parce que l'objectif, il est là, c'est quand même de se rassembler. Attends, laisse-moi terminer. Donc, moi, ce que je vois, c'est que tout le monde se tire dessus en ce moment. C'est assez épouvantable. Et ça, c'est l'effet des youtubeurs. Hein. Donc, moi, ce que je sais, c'est que je suis tout à fait à faire des concessions. L'essentiel, c'est le combat contre l'immigration. C'est ça l'essentiel. C'est ça, on part de là. On part de ce qui est visible pour tous les patriotes. On en a ras-le-bol de cette subversion migratoire. Ensuite, on peut parler de l'islam, on peut parler des Congoïdes, du métissage. Là-dessus, on est toujours d'accord. C'est les conséquences de l'immigration. Laissez-nous parler des causes de l'immigration, s'il vous plaît. Laissez-nous dire quand même qu'il y a des gens au gouvernement, et c'est ce que j'ai dit à Pierre Quinsin devant la chambre d'appel. Hein. On était debout, on attendait qu'on soit de se présenter à la barre simplement pour s'enregistrer, et je lui ai dit, ces gens-là qui vont nous condamner, ce ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Alors ensuite, il me dit, oui, mais l'islam, c'est un projet politique. Mais le judaïsme aussi est un projet politique. Je me suis tué à le montrer depuis 10 ans. Il faut simplement trouver des terrains d'entente, c'est tout ce que je dis. Alors avec les pro-israéliens, l'arabique, c'est difficile. Terrain d'entente avec Goldnadel, je crois que ça sera difficile, on est d'accord. Ah non, terrain d'entente avec Marine Le Pen, qui a dit très clairement son soutien à l'État d'Israël. C'est un petit peu difficile, on est d'accord aussi. Mais il y a d'autres personnes, parmi les identitaires, je pense, avec qui on peut marcher. Je veux dire, moi, je ne fais pas de... je ne suis pas fermé à aucune discussion. Et tu dis, laissez-nous. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne l'autorisation de désigner le véritable ennemi, je le fais. Ça fait 30 ans que je milite. Si tu veux, l'esprit qui est le mien, c'est celui du prêtre qui sert la messe et qui est tourné vers Dieu et qui est dos au public. Je parle de la messe traditionnelle. Il ne regarde pas qui dort dans le public, qui est sérieux, qui a donné combien à la quête. Il fait ce qu'il a à faire. Et moi, je fais ce que j'ai à faire en tant que nationaliste. Je déploie ma bannière, je fais mon devoir et je demande au cœur sincère de
de suivre cette bannière. Voilà. Et je ne demande l'autorisation à personne, et je ne m'adresse ni à Collard, ni à Marine, ni à Marion. Je fais ce que j'ai à faire. Et je déploie cette bannière, je sers le nationalisme, je sers la France, et je sais que c'est la voie de la vérité. La répression qui s'abat me montre que nous sommes sur le bon chemin. Le tout, c'est de serrer les rangs derrière cette bannière pour être assez solide pour faire face à la répression. Le reste, la France est un miracle, elle ne peut pas mourir. Croyez-moi, nous aurons des occasions, et plus rapidement que l'on ne pense, d'agir pour rétablir la France et imposer la révolution nationale. J'en suis convaincu. Donc il faut... J'en suis aussi convaincu, mais je pense que tout est possible. On peut mourir, on peut disparaître de la surface de la Terre. Si les gens ne se bougent pas, s'il n'y a pas une volonté, s'il n'y a pas un projet précis, et s'il n'y a pas surtout la capacité de résistance dans notre peuple. On peut mourir, on peut disparaître de la surface de la Terre. Les civilisations sont mortelles. La France aussi, et là c'est mortel. Je suis désolé. Ça ne dépend que de nous. Moi, tu sais, je crois à la volonté des hommes. Le triomphe de la volonté. Je crois à la volonté d'un homme, des hommes, tout est possible, ça ne dépend que de nous. Donc voilà, mais je crois que, et là nos ennemis ne s'y trompent pas, à partir du moment où il y a un schéma, une perspective assez claire dans un livre, il y a des choses qui suivent ensuite. C'est comme disait le maître Thierry Lévy, tu sais, l'avocat, il y a d'abord les mots et ensuite il y a les coups. Et ils le savent très bien qu'à partir du moment où il y a des livres qui s'imposent, il y a ensuite des perspectives politiques qui s'ouvrent et qui débouchent sur quelque chose. Voilà. C'est ce dont ont peur nos adversaires. C'est la raison pour laquelle, en l'occurrence, je suis aussi lourdement condamné. C'est moi qui suis en pole position aujourd'hui. Soral a eu plus de procès que moi, en tout cas plus de procédures. Il y a Renoir qui a déjà fait de la prison. Vincent Renoir, qui a fait de la prison et qui est en exil à Londres. En Angleterre, voilà. Il a déjà fait quoi, un an et demi de prison, dans le nord de la France et en Normandie, je crois. Boris Lelay, il faut parler de Boris Lelay parce qu'il est assez tacticien. Il était d'abord en 2006-2007 à peu près sur ma ligne politique, c'est-à-dire dénonçant le cosmopolitisme. Et à partir de 2011-2012, il a pris des positions purement islamophobes. Sauf que depuis à peu près un an, même un petit peu moins, depuis quelques mois, il revient à nouveau, il redevient très critique à l'encontre de l'État d'Israël et des intellectuels cosmopolites comme Raphaël Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy. Alors je ne sais pas si c'était une tactique de sa part pour jeter un grand filet dans le monde d'Internet pour ramasser les islamophobes, j'allais dire primaires. On a le droit d'être islamophobe, on a le droit de ne pas aimer l'islam, je suis désolé. Et puis ensuite les ramener à des positions plus dures. Donc lui a été, parmi les islamophobes, c'est lui qui a été le plus lourdement condamné ces dernières années, tout simplement parce qu'il a, disons, un double langage. Il a un autre site internet que Brezatao, sur lequel il a des positions beaucoup plus radicales, et là il nous rejoint là-dessus. Donc, ça ne trompe personne, en tout cas ça ne trompe pas les gens de la DILCRA, de la LICRA et autres rats. Donc c'est lui qui est le plus lourdement condamné parmi les islamophobes, parce qu'on sait qu'il a compris. Les gens en face de nous savent qu'il a compris beaucoup de choses. Et sinon, moi je le répète, l'islamophobie est beaucoup moins lourdement condamnée que la dénonciation du cosmopolitisme ambiant. Et c'est ça qui me conforte dans l'idée que c'est nous qui avons raison. Il faut savoir, si vous êtes dissident, vous êtes un opposant politique et vous êtes susceptible d'être poursuivi par la justice. Je m'amuse un petit peu de cette dissidence de Jean-Yves Le Gallou qui fait ses congrès au Cap 21 à Beaugrenelle. C'est comme si Solzhenitsyn faisait des conférences à Moscou à côté de la place Rouge en 1932, tu vois. On en revient un petit peu à ça. Mais je suis désolé, mais c'est un peu ironique ce que je dis, mais il y a du vrai, quoi. Il faut aussi que ce soit clair, s'abstenir, et Yvan, je crois que tu avais raison là-dessus, s'abstenir de nommer le tyran, de prononcer le nom du tyran, c'est exactement ce qu'il veut. Vous ne parlez pas de moi, vous ne prononcez pas mon nom. Donc, je suis désolé, écoutez, moi j'ai reçu un papier dans ma boîte aux lettres tout à l'heure, je suis convoqué cette fois-ci devant le juge d'application de peine pour faire de la prison ferme.
c'est très clair, je le dis, à la greffière, je ne souhaite pas d'aménagement de ma peine. S'il faut aller en prison, on va en prison. Je suis écrivain, j'ai tué personne, j'ai violé personne, j'ai escroqué personne, je n'ai pas agressé qui que ce soit. S'il faut faire de la prison, je ferai de la prison. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aucune révolution dans le monde ne s'est faite sans qu'il y ait des centaines et des milliers de prisonniers, que ce soit en Russie en 1917, que ce soit, je ne sais pas, une révolution au Nicaragua, la révolution iranienne, toute la révolution française, il y a toujours des morts. Et c'est ce que je me disais dans la voiture à la manif pour tous, il n'y a eu aucun mort. Et c'est ce qu'avaient dit aussi des Iraniens. 1 million de personnes dans la rue, extraordinaire. Combien de morts? 0 mort? C'est pas important, c'est malheureux à dire. Mais une révolution, ça se fait dans le sang, quoi. Et aujourd'hui, on est en train de mourir à petit feu, comme la grenouille qu'on a plongée dans l'eau tiède, et l'eau est de plus en plus chaude, et on va en crever comme ça. Et le pire de ce qui peut nous arriver, c'est ce qui se passe maintenant, c'est pas l'avenir. Le pire, c'est maintenant, hein. C'est-à-dire la mort dans l'eau tiède qui commence à bouillir. Écoute, à mon procès, moi j'ai pu voir, il y a 70 personnes à peu près qui sont passées au procès, beaucoup n'ont pas pu rester jusqu'au soir. Mais moi j'ai pu voir des gens formidables, des gens instruits, alors notamment par le biais d'égalité et réconciliation, je suis désolé de le dire, mais on a un public qui est instruit, qui est cultivé et qui sait où est-ce qu'on nous emmène. C'est pas le public, je veux pas critiquer F de Souche, mais enfin il me semble que le public F de Souche est moins, va moins au fond des choses, quoi. Voilà. Moi j'étais très content de rencontrer tous ces gens-là, il y a plein de gens formidables. Moi je le répète, je crois que nous sommes suffisamment nombreux, simplement, on subit la répression, il y a aussi la peur qui tétanise beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler. J'ai répondu à une fille sur internet récemment là, qui me disait il faut aussi savoir s'infiltrer. Mais s'infiltrer c'est bien, c'est-à-dire s'abstenir de donner aux idées. Moi je crois que celui qui gagne, c'est celui qui s'impose, qui impose le verbe. Il faut s'imposer. On est dans un café, là j'ai plein de gens autour de nous, moi je parle fort, et voilà, c'est moi qui impose le discours. Ensuite si quelqu'un veut débattre avec moi, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est celui qui parle qui emporte la conviction des autres. Celui qui se tait, qui ne dit rien, eh bien il suit. Il est condamné à suivre. Alors ensuite, vous pouvez dire que c'est de une ruse politique de ne jamais parler des sujets qui fâchent, hein. Mais moi je crois plutôt que c'est de la lâcheté et de la faiblesse. Voilà. Ensuite, il faut voir au cas par cas. Évidemment, si vous travaillez à la banque Rothschild et que vous êtes goy, il vaut mieux la mettre en veilleuse. Mais globalement, celui qui l'emporte dans n'importe quelle conférence, dans n'importe quelle autour d'une table, c'est celui qui parle et qui impose le discours. Voilà. Il faut s'imposer. Infiltrer, c'est se lier les mains et c'est se désarmer volontairement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infiltration possible, c'est pas vrai. Il y a une rupture avec le système. Après, le système fait très mal, donc il faut se préserver, bien évidemment. Quand on est sous le coup d'un bombardement, sous les obus, on va dans les abris. Puis il y a des paratonnerres, nous sommes ces paratonnerres, nous prenons la foudre. Donc vous pouvez vous rassembler autour de nous, on peut agir de manière discrète en se préservant, en se protégeant. Nous, quand la foudre tombe, elle va tomber sur les paratonnerres que nous sommes. On est là pour ça. Mais il faut s'engager et l'infiltration c'est du bidon. Ça c'est pour masquer une faiblesse au mieux et une couardise au pire, quoi. Voilà. Moi je rebondis sur ce que tu dis, sur un point très précis, le regroupement des militants. On est des dizaines de milliers de patriotes, de militants c'est sûr, des centaines de milliers de sympathisants, des millions d'électeurs. Je crois qu'il faut à nouveau se retrouver dans la rue maintenant, hein. Il n'y a pas que Internet. Internet c'est bien pour la communication, pour toucher un public plus large, mais l'essentiel c'est de se rencontrer. On peut échanger 250 courriels avec un individu sans que ça n'aboutisse finalement à quoi que ce soit, si ce n'est à une rupture parce que l'autre a fait un peu d'humour qui a été mal compris par son correspondant. Donc les courriels, tout ça, c'est bien, mais il faut passer à autre chose. Il faut vous rencontrer physiquement, il faut vous regrouper, vous téléphoner, vous donner rendez-vous, boire des verres ensemble, déjeuner ensemble, pour que ça se traduise par, je dis pas par une amitié, parce que moi, je m'estime être un politique professionnel, c'est-à-dire que peu importe l'amitié, peu importe, ce qui m'importe, c'est la fidélité, beaucoup plus que l'amitié. À partir du moment où on a des intérêts communs, et à partir du moment où on a travaillé ensemble pendant un certain temps, avec confiance,
eh bien ça doit créer une fidélité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un ami depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, vous ne le lâchez pas pour rien au monde. Un nouvel ami très sympa qui fait le buzz, c'est juste un nouvel ami très sympa qui fait le buzz, mais qui peut aussi vous tourner le dos. Si vous quittez votre ancien ami pour un nouvel ami sympa qui fait le buzz, et que le nouvel ami sympa qui fait le buzz s'avère finalement être une planche pourrie, eh bien vous vous retrouvez en slip, vous avez perdu tous vos amis. Moi, la fidélité. Alors, Yvan parlait tout à l'heure de la famille. Évidemment que c'est très très important la famille, puisque c'est le socle, le premier socle de notre civilisation. Mais la famille, c'est une chose. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a une famille, eh bien, on est quelque part, on est un peu tenu. Et que ce soit en 1940 ou en 1917, les gens qui font la révolution, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose à perdre. En tout cas, pas de famille, pas de bouche à nourrir, et pas responsable de famille. Donc, le problème, il est là. Est-ce qu'il faut ne rien posséder, être un véritable révolutionnaire pour aller jusqu'au bout, ou est-ce qu'il faut faire en sorte de faire de hautes études, avoir un emploi bien rémunéré, une famille pour essayer de peser davantage sur la société. Après 25 ans de militantisme, après 25 ans de militantisme, moi je constate simplement que les gens qui nous disent je vais intégrer la société, faire de l'argent pour financer la cause, et ben au final ils financent rien du tout. Moi je ne reçois pas de financement à 5 chiffres, hein, ni même à 4 chiffres, ou très peu. J'ai reçu quelques financements à 4 chiffres, mais ce n'étaient pas des gens richissimes, ce n'étaient pas des grands bourgeois qui me finançaient. J'ai jamais été financé. Et pourtant dans notre milieu, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, on le fait, hein, mais ils financent peut-être des associations, peut-être le Front National, ils ont peut-être un intérêt. Et moi, je ne reçois... Voilà, moi, les gens qui me disent je vais faire de l'argent, intégrer la société pour financer la cause, j'y crois pas. C'est à nouveau un prétexte pour ne rien faire. J'ai plutôt tendance aujourd'hui à penser que ce dont nous avons besoin, ce sont de véritables révolutionnaires, je ne dis pas des desperados, mais des gens qui sont prêts à aller au bout de notre position. Si on meurt aujourd'hui, c'est précisément il me semble qu'on a été mis dans une ornière avec cette idée de démocratie, d'élection. On nous a fait croire depuis des décennies que le Front National est arrivé au pouvoir. Et vous voyez, même aujourd'hui avec Marion Maréchal Le Pen... L'électoralisme et la tare et la sauvegarde du régime. Alors je ne dis pas qu'à un moment donné, on ne peut pas choisir le terrain électoral pour mener bataille. C'est un lieu de bataille comme le tribunal, comme la littérature, mais on peut utiliser ce terrain de bataille, mais en faire un axe exclusif de combat, c'est-à-dire l'électoralisme, c'est la tare et la sauvegarde du régime. C'est d'évidence, ça nous conduit dans les passes. La répression, elle est là, elle existe, c'est parfaitement logique et normal. C'est normal tout cela. Moi je souhaite, je l'ai dit, je le répète, je pense qu'il faut qu'il y ait des milliers de nationalistes français en prison pour que ça débouche sur quelque chose. Voilà, c'est ça que je dis. Alors on est révolutionnaire ou on ne l'est pas. Comme tu disais Yvan, je ne crois pas non plus à la voie électorale. Je crois que c'est une ornière, c'est une impasse. Donc voilà, avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. C'est un discours qui t'honore et c'est pour ça que je suis fier d'être ton ami Hervé et je le dis. Écoute Yvan, j'espère qu'on a encore un bout de chemin à faire ensemble, jusqu'au bout de toute manière, jusqu'au bout. Ça marche.